Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 15 avril. Un convoi de réfugiés dans l'ouest du Kosovo a bien été bombardé hier par l'aviation alliée. Interrogation sur le rôle et la présence des Serbes. L'erreur de guerre est reconnue par l'OTAN. Explication sur les conditions dans lesquelles cette information a été diffusée depuis Belgrade. Nous serons en direct de la capitale du Monténégro avec Maris Burgo car l'OTAN vient de bombarder des positions serbes au Monténégro. Nous évoquerons de nouvelles tentatives de déstabilisation du régime du Monténégro. Et nous irons en Macédoine pour évoquer l'état sanitaire des réfugiés. Élection présidentielle tronquée en Algérie. Malgré le retrait de 6 candidats sur 7, les électeurs algériens se sont déplacés, mais en beaucoup moins grand nombre. À Londres, le ministre de l'Intérieur britannique autorise la suite de la procédure d'extradition du général Pinochet, mais la suite sera longue. Orfeo de Monteverdi, l'un des premiers opéras connus, est présenté à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées et jusqu'à samedi soir. L'OTAN a donc reconnu avoir bombardé des véhicules de civils à l'ouest du Kosovo hier. Près de 24 heures après le largage d'une bombe sur le convoi par un pilote de F-16, le porte-parole de l'OTAN a admis ce tragique incident selon son expression. Tragique incident qui aurait fait 20 morts selon une dépêche de l'agence France-Presse, 75 selon les Serbes. Commentaire Éric Monnier. Même lieu, même protagoniste pour ce 23e jour de bombardement et cette conférence de presse désormais rituelle au siège de l'OTAN. Cet après-midi, l'ambiance est pesante lorsque Gemici, le porte-parole de l'Alliance, s'avance au pupitre. Le pilote a attaqué ce qu'il croyait être des véhicules militaires dans un convoi. Il était convaincu d'être sur la bonne cible. Il a lâché sa bombe de bonne foi, comme on peut l'attendre de la part d'un bon pilote appartenant à un pays démocratique, membre de l'OTAN. À ce moment-là, le pilote a dit qu'il attaquait un convoi militaire. La bombe de l'OTAN a détruit le véhicule de tête dont nous croyons maintenant qu'il s'agissait d'un véhicule civil. Précédant le communiqué officiel et sans beaucoup de détails, après 24 heures de ce que l'OTAN appelle une enquête, et en tout cas de réflexion, l'Alliance reconnaît la bavure. Gemici, au nom de l'OTAN, regrette profondément les pertes en vie civile, sans être toutefois capable d'en confirmer le nombre, 75, si l'on en croit les Serbes. Dans un enregistrement diffusé lors de la conférence de presse, l'un des 2 pilotes de F-16 impliqués dans le raid, pilote dont on ne connaît ni le nom ni la nationalité, donnera sa version des faits. Il dit avoir vu des maisons brûlées, puis 3 véhicules vert foncé, qui lui ont semblé être des poids lourds. Il s'est alors forgé une conviction. J'ai pris la décision à ce moment-là que c'étaient les gens responsables des villages brûlés que j'avais vus jusque-là. J'ai alors engagé mon système de visée sur le véhicule de tête et largué une bombe à guider laser et détruit le véhicule de tête. Une version des faits qui est loin de faire toute la lumière. Car hier, près de Diakovica, ce n'est pas un mais bien 2 convois civils qui ont été touchés par un bombardement. Le premier, dont nous vous montrions déjà les premières images hier près de Mea, au nord de Diakovica. Le second, à 12 km au sud de Diakovica, aurait fait au moins 13 morts. Lequel de ces 2 convois l'OTAN reconnaît-elle avoir touché hier? Qui a touché le 2e convoi? 2 questions, sans réponse ce soir. Oui, Éric Meunier le disait, dès hier soir, nous avions diffusé les images venues de Belgrade montrant le convoi bombardé et les corps des victimes, images de morts, images difficiles, mais il a fallu presque 24 heures pour recouper des informations issues de différentes sources. Nous avons voulu ce soir vous permettre de mieux comprendre quelles sont ces sources, par quel cheminement les images et les informations sur ce qui se passe à l'intérieur du Kosovo, sous contrôle serbe, parviennent jusqu'à nous. Reportage Olivier Galzi, Pascal Doucet-Bon et Guillaume Fautra. Ces images ont été tournées sous le strict contrôle du centre d'information serbe à Pristina. Assorties de cet avertissement, elles ont fait le tour du monde. Parties du lieu de la tragédie en passant par la double censure de Pristina et de Belgrade, elles sont arrivées au siège de l'agence APTN à Londres. APTN est l'une des rares agences d'images encore présentes au Kosovo. Notre caméraman basé à Pristina est parti avec les Serbes sur les lieux du drame et il a filmé. Mais nous n'avons aucun moyen de le contacter directement. Tout ce que nous savions alors, c'est que le bombardement avait eu lieu. Mais de quel bombardement s'agissait-il?
En envoyant ces images aux télévisions du monde entier, l'agence elle-même ne le savait pas. Pour mieux comprendre l'histoire de cette information, nous nous sommes rendus au siège de l'agence France-Presse à Paris. Son journaliste, basé à Pristina, a lui aussi fait partie du voyage de presse organisé par les Serbes. À 16h10 hier, il sera le premier à rendre compte de ce qu'il a vu à Mea. Vers 13h30, à peu près d'après ce qu'on a cru comprendre, il y a eu ce bombardement dans cette zone. Une heure après, à peu près, notre correspondant à Pristina a été averti par le centre d'information serbe de Pristina, qui a immédiatement organisé un voyage sur les lieux avec notre correspondant et un certain nombre d'autres journalistes qui se trouvent actuellement à Pristina. Et il est arrivé sur place un peu avant 16h, j'imagine vers 15h30. Votre journaliste est sur place à peu près vers 15h30, c'est-à-dire 3 heures après le bombardement qu'il va constater. Or, l'OTAN déclare que ces frappes à elle ont eu lieu à 15h30, au même moment. Donc on ne parle pas de la même chose là? C'est possible, je ne sais pas. Toutes ces questions illustrent bien nos difficultés. Comment donner un sens aux images qui nous parviennent? Ce soir encore, personne ne peut dire avec certitude si les morts que l'on voit sur ces images sont les victimes du raid manqué de l'OTAN ou celles d'un autre bombardement. Moscou a accusé l'OTAN du bombardement sur les réfugiés et exigé une enquête. Le secrétaire d'État allemand aux Affaires étrangères s'est déclaré choqué par ce bombardement. Et puis à Belgrade, on parle d'actes délibérés parmi les réfugiés albanais du Kosovo qui ont franchi la frontière et qui sont depuis ce matin en Albanie, à Morina. Certains d'entre eux faisaient partie du convoi bombardé. Commentaire Nathalie Moisan. À la frontière de Morine, la nuit dernière, ils sont choqués, épuisés. Ces réfugiés faisaient partie du convoi de tracteurs touchés par les bombardements de l'OTAN. Il était 13h, ils roulaient vers la frontière albanaise lorsque, disent-ils, plusieurs avions les ont pris pour cible. J'étais dans le convoi des tracteurs. Il y a eu une explosion très proche. J'ai couru dans les champs, comme une souris. J'ai pas honte de le dire, parce que je suis trop vieux pour mentir. Tout le monde courait. On a entendu une femme dire « Oh mon Dieu, l'OTAN nous bombarde ». L'OTAN ou les Serbes, qui a tiré? Les récits des témoins du bombardement sont contradictoires. Les forces de sécurité serbes nous ont arrêtés. Ils ont demandé à mon père s'il parlait serbe. Puis ils lui ont dit de ne pas dire que les Serbes nous avaient tiré dessus, mais de dire que c'était l'OTAN. On marchait à l'arrière du convoi. Quand on est arrivé près du pont, j'ai vu des morceaux de chair humaine partout. Des jambes, des mains et des gens sans leurs mains. Soulagés d'être arrivés en Albanie, ils ne s'expliquent pas ce qui s'est passé. Mais aucun ne parle de véhicules serbes accompagnant leur convoi avant l'attaque. Plusieurs de ces réfugiés refusent de croire qu'ils aient pu être bombardés par l'OTAN. Alors, concernant ces bombardements, ces frappes de l'OTAN, sur l'aspect plus strictement militaire, sur la technique utilisée par les avions F-16 de 5 pays membres de l'OTAN, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège et les États-Unis, voici quelques explications avec Laurent Boussier. Ponts, usines, pistes d'atterrissage, dépôts de munitions, casernes ou encore voies ferrées et raffineries de pétrole, toutes ces infrastructures de l'État ou de l'armée yougoslave, prises pour cible par les avions de l'OTAN depuis 3 semaines, ont un point commun, elles sont fixes. Repérées depuis des mois par les services de renseignement militaires, photographiées et analysées, leurs coordonnées géographiques sont intégrées dans les ordinateurs ou les calculateurs des missiles de l'OTAN qui vont les frapper avec une redoutable efficacité. C'est le résultat des armements précis qui ont été développés dans ces dernières années, soit qu'ils soient des armements type Tomahawk ou lancés ou équivalent lancés par avion, à guidage très précis, soit qu'ils soient des bombes ou des munitions guidées par laser avec une tache laser et avec des précisions qui sont de l'ordre de quelques mètres. Pour ces frappes où les pilotes n'ont pas besoin de voir leur cible, les avions restent généralement au-dessus de 5000 mètres d'altitude. On assure au maximum la survie de l'avion et bien sûr du pilote ou de l'équipage. Donc nous effectuons nos vols et nos opérations en haute altitude. Le problème se pose de manière différente quand les cibles sont mobiles. Convois militaires, concentration de troupes, colonnes de chars en mouvement.
Là, pour toucher à coup sûr, il n'y a que peu de solutions. La première consiste à infiltrer au sol des commandos qui vont, grâce à un faisceau laser, guider une bombe larguée à haute altitude. La deuxième solution est de faire descendre les avions près du sol pour identifier visuellement leur objectif. Mais là, le pilote prend des risques. C'est pourtant le rôle de ces avions tueurs de chars, Harrier ou A-10. Toute autre solution pour tirer sur des cibles mobiles est aléatoire ou source de méprise sur les objectifs. Les frappes aériennes contre la Yougoslavie vont être intensifiées jour et nuit, rappelait aujourd'hui encore l'OTAN, et le déploiement des premiers hélicoptères américains Apache en Albanie a commencé. Pour la 22e nuit consécutive, Belgrade, comme des villes du centre et du sud de la Serbie, ont été visées, mais la télévision serbe montre d'autres choses de la vie quotidienne. Commentaire François Cornet. Effectivement, place de la République cet après-midi dans la capitale yougoslave. Sur la musique d'un feuilleton populaire symbolisant la résistance de Belgrade durant la Seconde Guerre mondiale, les habitants sont redescendus dans la rue pour réaffirmer leur soutien à Slobodan Milosevic. Ici, on est loin du Kosovo et de tous ces drames, comme celui d'hier qui fait aujourd'hui bien sûr les grands titres des journaux yougoslaves. Peu de réactions toutefois sur ces places de Belgrade où l'on essaie d'oublier dans la journée les alertes aériennes de la nuit. Hier soir, à la périphérie sud-ouest de la capitale, les avions de l'OTAN ont frappé à Rakovica, une caserne de l'armée yougoslave que la télévision serbe se garde bien de nous montrer après ce raid. En revanche, elle n'hésite pas à diffuser largement ces images des dégâts collatéraux, comme les qualifie l'OTAN, de ces bombardements des avions de l'Alliance. Autre image de propagande largement exploitée elle aussi en Yougoslavie, celle du grand frère slave, Loukachenko, président de Biélorussie, au chevet des blessés civils victimes des raids de l'OTAN. Ce soir, comme hier soir, les Belgradois, abordant un gigantesque drapeau yougoslave, se dirigent sur les ponts du Danube et de la Save pour former un bouclier humain face aux bombardements. L'OTAN a pris pour cible en fin de journée la banlieue de Podgorica, capitale du Monténégro. Le port de Bar, seul port important de la Fédération yougoslave sur l'Adriatique, a été touché par plusieurs missiles Tomahawk tirés depuis les navires de guerre américains. En Macédoine, plusieurs centaines d'Albanais du Kosovo sont arrivés ce matin au poste de Blaché ainsi qu'au niveau du village de Lojan dans le nord-ouest. Les réfugiés arrivent par petits groupes le long de la voie ferrée vers le poste de contrôle de la frontière macédonienne. Une nouvelle vague qui est estimée à plusieurs dizaines de milliers de personnes est attendue. Depuis le 24 mars, plus de 100 000 réfugiés sont entrés en Macédoine. La police macédonienne a prévenu la Croix-Rouge de ces possibilités de nouveaux arrivés. Et puis la mise en alerte de l'accueil humanitaire ne porte pas seulement sur l'hébergement, mais aussi pour prévenir des épidémies ou tenter de subvenir aux besoins sanitaires les plus urgents. Hervé Brusini et Philippe Luzzi étaient à Brajda en compagnie d'une représentante de la Croix-Rouge. Yolanda est enfin parvenue à la retrouver, cette famille. En Allemagne, le père, un émigré albanais, avait appelé. « Les miens sont ici », ont-ils dit, « retrouvez-les ». À présent, pour la responsable de la Croix-Rouge internationale, le devoir est accompli. Ils partiront bientôt pour Berlin, si tout va bien. Ils sont 25 000 à Brajda. Ici, toutes les familles sont disloquées. Et même à l'intérieur du camp, parfois des enfants se perdent. Il y a 2 jours, c'était le cas d'une petite fille. Alors là, c'est à nouveau, c'est le cas qu'on peut trouver chez nous, dans les supermarchés. C'est l'enfant qui se perd dans une grande surface. C'est juste, ce que j'aurais demandé, c'est de retourner immédiatement au point là où ils avaient trouvé la petite et de passer par haut-parleur le nom des parents. C'est pour ça que les haut-parleurs sont utiles. Et là, effectivement, en fait, le frère était dans le coin, dans les environs. Il a dit, voilà, c'est ma petite sœur, et puis mes parents sont effectivement 5 ou 10 tantes plus loin, et on a pu la redonner à ses parents. Cela fait 7 ans qu'elle fait ce métier. Toujours heureuse d'annoncer une bonne nouvelle, toujours solide devant la vulnérabilité. Et ici, elle est souvent extrême. Cette fois, il s'agit d'affronter le cancer. Une jeune femme demande à partir pour la Suisse avec sa mère gravement malade. Elle a là-bas des cousins, mais il ne sera pas simple de convaincre Genève. Et puis une autre femme est arrivée. Moi aussi j'ai un cancer et j'ai très mal. Elle voudrait aller en Allemagne, presque impossible.
À présent, ce sont 2 handicapés mentaux. On ne sait comment ils sont arrivés là. Incapables de s'exprimer. Il faudra des photos pour aider les familles à les retrouver. Mais comment ne pas se sentir écrasé par toute cette misère? Oui, je ne sais pas comment répondre en fait à cette question, parce que quelque part, effectivement, il y a beaucoup de misère, et puis en même temps, en tout cas pour l'humanitaire, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on trouve nos ressources là-dedans aussi, parce que les gens sont incroyables. Et puis, elle a voulu en avoir le cœur net. La première famille de réfugiés allait-elle vraiment pouvoir partir en Allemagne comme prévu? Ah non, parce que je n'ai plus qu'un avion pour l'Allemagne. Le départ était compromis. Demain, Yolanda s'est jurée de faire une autre tentative. Nous sommes maintenant en liaison avec Podgorica, la capitale du Monténégro, et Maryse Burgo. Maryse, des bombardements de l'OTAN ont eu lieu il y a quelques instants, je crois, près de la capitale. Oui, enfin c'était vers 18h45 ce soir. Nous avons entendu des bombardements assez intensifs ici à Podgorica. Les forces de l'OTAN ont frappé à plusieurs reprises. Elles ont frappé entre autres un site militaire à Toudzi, à 15 km d'ici. Elles ont aussi frappé le port maritime de Bar, comme vous le disait François Cornet tout à l'heure. D'après nos informations, les forces de l'OTAN ont répliqué à des provocations de la marine yougoslave qui est effectivement très présente sur la mer Adriatique. Ce que je peux vous dire, c'est que ces nouveaux bombardements ne vont pas contribuer à apaiser l'atmosphère très lourde qui règne ici depuis le début de la crise. Alors atmosphère très lourde car on reparle de rumeurs de déstabilisation menées peut-être par l'armée serbe présente au Monténégro contre le régime démocratique en place dans ce pays. Oui, pour comprendre un petit peu la tension qui règne ici, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé à Cetinje, la capitale historique du Monténégro. C'était il y a quelques jours. Une dizaine de soldats de l'armée yougoslave sont arrivés dans 2 familles. Ils avaient ordre d'enrôler de force tous les hommes de cette famille. À ce moment-là, des gens appartenant à un mouvement de résistance civile sont arrivés. Ils ont désarmé ces soldats fédéraux et les ont invités à quitter les lieux. Le responsable de ce mouvement de résistance que nous avons eu cet après-midi au téléphone nous a dit qu'il est hors de question qu'un citoyen de Cetinje aille combattre pour Slobodan Milosevic. Cette histoire montre bien la tension qui règne ici entre 2 camps. D'un côté, les partisans du président réformateur Milo Djukanovic, que nous avons interviewé il y a à peu près une semaine, et qui refuse l'état de guerre proclamé par Slobodan Milosevic. De l'autre côté, les fédéraux qui sont toujours fidèles au leader serbe de Belgrade. La tension est à ce point forte en ce moment qu'hier soir, le Premier ministre a mis en garde contre un risque de guerre civile ici au Monténégro. Merci Maryse. Depuis hier et le Conseil européen qui se tenait à Bruxelles en présence du secrétaire général de l'ONU Kofi Annan, il existe une proposition diplomatique des pays de l'Union européenne, la proposition d'une force terrestre multinationale faite par M. Chirac, mais aussi d'un plan allemand de paix. Explication Richard Binet. Kofi Annan entouré des 15 chefs d'État et de gouvernement européens. Le secrétaire général de l'ONU tenait hier soir la vedette. Apparemment, un rôle de guest star, en fait, un invité d'honneur. Le plan de paix présenté par le chancelier Gerhard Schröder prévoit une trêve de 24 heures pour permettre à Belgrade de retirer ses troupes. Mais il prévoit aussi qu'il doit être avalisé par le G8, donc par la Russie, permettant ainsi un retour diplomatique de Boris Eltsine. Et surtout qu'il doit faire l'objet d'une résolution du Conseil de sécurité. Les opérations de l'OTAN disposeraient d'une base légale, les Nations Unies reprendraient leur rôle et pourraient donner un éventuel feu vert à une intervention terrestre. Pour Jacques Chirac, l'Europe doit prendre ses responsabilités. Le président français souhaite que le Kosovo soit placé sous l'administration de l'Union européenne, une sorte de protectorat après le retrait des forces yougoslaves. Mais d'ici là, les 5 grands devront d'abord se mettre d'accord sur le profil de la future force d'interposition. Moscou considère qu'il ne peut s'agir là que d'une force de paix. Pékin est hostile à toute présence étrangère et pour Paris, Londres et Washington, il ne peut s'agir que d'une force armée. On semble changer sur le règlement du conflit du Kosovo. M. Boris Yeltsin a choisi comme représentant spécial l'ancien Premier ministre Viktor Tchernomyrdin qui semble lui plus enclin à écouter les propositions européennes. Il vient d'ailleurs d'être invité par les autorités allemandes à se rendre à Bonn. Correspondance à Moscou de Gilles Rabin. C'était il y a 1 an, presque jour pour jour.
2 semaines après avoir été brutalement limogé par Boris Yeltsin, Viktor Tchernomyrdin, inusable Premier ministre depuis plus de 5 ans, fêtait son 61e anniversaire sans rancune apparente pour le président russe. Il accueillait aussi son successeur, le très jeune Kirienko, et image furtive, Yevgeny Primakov de dos, qui était à l'époque le chef de la diplomatie. Pour les Russes, qui ne le respectent pas beaucoup, Tchernomyrdin, c'est l'homme qui a toujours tout accepté sans broncher. Ancien apparatchik soviétique du secteur de l'énergie, puis premier patron de Gazprom, le géant mondial du gaz, ce qui lui a valu le surnom de Gasparatchik, il a eu un jour une phrase malheureuse qui est devenue malgré lui une sorte de dicton populaire. On a voulu faire de notre mieux, comme d'habitude ça n'a pas marché. Si le président russe le charge du dossier yougoslave, c'est d'abord pour en décharger Primakov, déjà populaire, et qui le deviendrait trop pour Yeltsin s'il réussissait à trouver une solution diplomatique au conflit. Excédé par les attaques et les vexations, Primakov s'est mis en congé maladie et a annulé ses rendez-vous après avoir rappelé qu'il ne s'accrocherait pas à un fauteuil de Premier ministre qu'il n'avait jamais souhaité. Première intervention de Tchernomyrdin pour dire d'un côté que le plan proposé par l'Allemagne pour l'arrêt des hostilités mérite d'être examiné et soutenu, et de l'autre côté pour attribuer immédiatement à l'OTAN l'attaque d'un convoi de réfugiés qu'il qualifie de tragédie et de crime. Que fera-t-il que Primakov n'aurait pas pu faire? Quelles consignes nouvelles a-t-il reçues de Boris Yeltsin? On n'en saura rien officiellement et les images de leur rencontre sont muettes, sans bande-son. Voilà pour l'actualité au Kosovo. À signaler que M. Chirac recevra demain après-midi les associations et organisations humanitaires qui travaillent actuellement sur la crise sur place. En Algérie, depuis ce matin, c'était le premier tour du scrutin pour l'élection présidentielle. Après le retrait de 6 candidats sur 7, on a guetté toute la journée le taux de participation des électeurs algériens. Pour l'instant, pas de chiffres définitifs, mais il semble bien que les votants aient été beaucoup moins nombreux. Récit de cette journée électorale à Alger, dans un bureau de vote presque vide, avec Dorothée Olyric et Christian Autain. Quelques cris d'enfants résonnent dans l'école Mohamed Bourala, mais pas l'ombre d'un électeur. Le vide, le silence, l'ennui. Il est 15 h, le bureau de vote attend patiemment le client. Il y a combien d'inscrits? 4768 inscrits. Et combien ont voté pour l'instant? Nous sommes à 10-11%. Par rapport aux dernières élections, c'est peu? Oui, c'est peu. C'est peu, surtout à 15h30, une heure où l'affluence est d'ordinaire importante. C'est peu, mais plus qu'en Kabylie, où le taux était à la même heure de 4%. Comment pas d'observateur? La place va le suivre. Voilà. Il n'y a même pas d'observateur de M. Bouteflika? Si, pas là. Dans d'autres bureaux, il doit y avoir 2 ou 3. Donc... Des bureaux, il y en a, il y en a d'autres où il n'y en a pas. Vous ne trouvez pas que ce sont des élections quand même étranges? Le silence éloquent de Zakia qui ne trouve pas les mots pour résumer cela. Un candidat seul en lice, Abdelaziz Bouteflika. L'Algérie rêvait d'un scrutin pluraliste et elle a eu aujourd'hui une élection aux airs de plébiscite du passé. Est-ce que vous allez voter hein? Non, je n'irai pas voter. Pourquoi? Parce que je n'ai qu'à lire les journaux, c'est pas compliqué. Hein. Ce sont ces hommes qui ont tout fait basculer, les 6 rivaux d'Abdelaziz Bouteflika qui hier se sont déclarés hors course pour cause de fraude. À nouveau réunis aujourd'hui pour adopter une position commune, ils n'ont fait à leur sortie que peu de déclarations. Moi je souhaite que la situation s'améliore, que les élections soient refaites. Pour enfermer un peu plus le candidat Abdelaziz Bouteflika, les partisans d'Ossinaït Ahmed ont appelé, je cite, à une marche pacifique demain contre la dictature. Pour tous ceux qui soutiennent les 6 candidats qui se sont retirés de la course, l'inquiétude n'est pas le résultat de ce scrutin qu'ils jugent d'ores et déjà discrédité, mais l'organisation de la marche de demain. Tous pensent qu'elle va être interdite et tous se demandent s'ils doivent tout de même braver cette interdiction, sachant les conséquences que cela peut avoir ici en Algérie. Le seul candidat resté en lice, M. Abdelaziz Bouteflika, a déclaré ce matin qu'il tiendrait compte de l'importance du nombre des électeurs qui se seraient exprimés. Thierry Tuillier et Bruno Girandon ont rencontré cet après-midi M. Bouteflika qui évoque le retrait de ses concurrents et l'éventualité d'une décision similaire de sa part au cas où. Quelques heures avant la clôture du scrutin, Abdelaziz Bouteflika nous reçoit une dernière fois. Vous pensiez, avant de vous présenter, que ce serait aussi compliqué, aussi difficile? Je n'ai pas eu l'impression que c'était compliqué ou difficile. Ce qui est compliqué et difficile, c'est que ce sont les choses que je ne peux pas expliquer.
Mais tout ce que je peux expliquer n'est pas compliqué et difficile. La décision des 6 est inexplicable pour moi, parce que vraiment, par rapport aux enjeux de la République, c'est une absence totale de maturité. J'ai l'impression que c'est un combat de boxe qui s'est terminé par le jet de l'éponge. Ça s'est terminé par un jet de l'éponge. C'est un chaos technique. C'est un arrêt. Je ne sais pas. Les gens étaient sur un ring et puis ils ont décidé subitement de ne plus boxer. Alors, c'est pas mon problème. Abandonner, on donne l'impression d'avoir gagné. C'est quand même un peu fort. Il faut être vraiment algérien pour oser des choses comme cela. Des urnes, il attend un soutien sans équivoque des électeurs. Si je n'ai pas un soutien franc et massif du peuple algérien, je considère qu'il doit être heureux dans sa médiocrité. Et après tout, je ne suis pas chargé de faire son bonheur bien malgré lui. Je sais rentrer chez moi et y rester pendant 20 ans. Je l'ai déjà prouvé pendant le passé. Je ne suis pas un chercheur de pouvoir. Pas plus que quelqu'un qui est atteint de messianisme politique. Je sais que mon pays a besoin de quelqu'un. Mais je ne m'imposerai pas au peuple. Si le peuple est bien, ça veut dire que c'est moi qui apprécie mal la situation. Est-ce que c'est une décision qui doit être rapide ou est-ce que c'est une décision qui demande du temps? Quand j'aurai tous les éléments d'appréciation, je m'enfermerai tout seul dans une pièce et seul, je prendrai ma décision. Et selon le cas, je ferai ou ne ferai aucun commentaire. Voilà pour l'entretien que vous avez réalisé. Thierry Tuillier, c'est avec Bruno Girondin de M. Bouteflika. Thierry, ce soir, est-ce que vous avez une estimation de participation définitive, provisoire pour l'instant? Non, provisoire, en fait, elle date de 18 h et elle nous révèle que le taux de participation serait supérieur à 50%. Et d'après plusieurs sources proches du pouvoir, on annonce un taux qui sera annoncé officiellement entre 55 et 60%. Alors c'est nettement inférieur au taux de 75% de participation en 1995 lors de l'élection de Yamine Zerwal, mais ce sera peut-être suffisant pour que Abdelaziz Bouteflika juge légitime son élection. Alors quel était l'état d'esprit des Algériens aujourd'hui, autant que vous ayez pu vous en rendre compte avec Dorothée Lyrique? Le sentiment ici, c'est que d'abord le vote s'est plutôt déroulé dans le calme, à Alger c'est sûr, dans l'intérieur du pays, bien écoutez, on verra ça demain, mais a priori donc c'est plutôt le calme qui prévaut. Après le coup de théâtre du retrait des 6, on a le sentiment qu'en fait les Algériens ont vu ce coup de théâtre comme une péripétie politique. Ils nous apparaissent en fait plutôt désabusés. C'est vrai qu'ils ont de graves problèmes, on l'a vu, le chômage, la misère, la paix, ils demandent tous la paix, et c'est vrai qu'au fond, ils ont regardé ces élections avec une certaine distance, et il y a une certaine inquiétude, puisqu'ils attendent demain la marche pacifique, et qu'ils espèrent, ils escomptent qu'il n'y aura pas de débordement, mais c'est franchement le caractère désabusé des Algériens qui prédomine ce soir. Merci Thierry. Parmi ceux qui se sont abstenus, beaucoup s'appellent entre eux les patriotes. Ils ont choisi depuis de longs mois de réagir, de se battre contre les violences, les actes terroristes et les massacres attribués aux islamistes. Le pouvoir leur a donné des armes et ils ne comprennent pas bien pourquoi. Maintenant, à l'issue de la consultation électorale présidentielle, il faudrait les rendre et discuter avec ceux qu'ils ont combattus dans les maquis. Reportage Thierry Tuillier, Bruno Giraudot. C'est l'accès au maquis de Bouhinoun, au-dessus de Tizi Ouzou. Un chemin aujourd'hui tranquille que les patriotes parcourent sans grande précaution. Ce qui, à les écouter, n'a pas toujours été le cas. Les magasins qu'il y a à côté, avant qu'il y ait des patriotes, les groupes du GIA venaient se ravitailler dans ces magasins et ils ont emprunté cette route. À travers le pays, ils sont plusieurs dizaines de milliers à avoir ainsi prêté main forte à des forces de sécurité souvent dépassées. Quand le député Nordin Haït Hamouda déserte l'Assemblée, il est le plus souvent ici, au milieu de ces civils armés par le pouvoir, pour défendre leur village. Certains reçoivent une solde et ont derrière eux 4 ans de chasse aux terroristes.
Eux qui sont si fiers de nous montrer le terrain reconquis ne se sentent pas concernés par l'élection présidentielle. Il n'y a aucun candidat qui garantisse une démocratie saine. Les élections, j'y crois pas. Même si c'est le plan militaire, les terroristes ont perdu, sur le plan politique, incontestablement, ils viennent de marquer des coups assez bons. Nordine Aïta Mouda veut parler de la réconciliation avec les islamistes, promise pendant la campagne. Et c'est un fait que dans les villages de Kabylie, où sont concentrés bon nombre de groupes d'autodéfense, l'idée s'est répandue d'une trahison de la classe politique. Elle est soupçonnée de vouloir négocier la paix. Ici, chacun a reçu une arme à feu et il ne la rendra qu'à certaines conditions. C'est nous qui assurons la sécurité ici. On ne va pas déposer les armes. Et pourquoi pas la confiance, hein? Pardon? On n'a pas confiance. Je ne vois pas comment, moi, après tout ce qui s'est passé, après autant de morts, qu'on puisse effacer d'un trait et dire non, c'est fini maintenant, c'est terminé. On considérera que tout ce qui a eu lieu jusqu'à maintenant, on peut l'effacer, recommencer à zéro. Ça n'est pas possible. On a été trop loin. On a été trop loin dans la barbarie. C'est pas possible. Nous avons résisté au GIA, nous résisterons à tout gouvernement qui va nous imposer une dictature en Algérie. Nous sommes des gens libres. Armés et utilisés par le pouvoir au plus fort de la violence, ils craignent d'être sacrifiés sur l'autel de la réconciliation. Quels que soient ses projets, le futur chef de l'État le sait, il devra faire avec cette force de quelques dizaines de milliers d'hommes, peu disposés au compromis, et qui peuvent devenir un jour incontrôlables. Et puis à l'occasion de cette activité algérienne, ce disque avec cette chanson, Algérie mon amour, enregistré par 31 artistes, chanteurs et musiciens algériens autour d'un texte dédié à l'Algérie tout entière. À Londres, le ministre britannique de l'Intérieur, M. Jack Straw, a donné son feu vert à la poursuite de la procédure d'extradition de l'ancien dictateur chilien Augusto Pinochet vers l'Espagne. Le principe politique de l'extradition est donc acquis. Il reste maintenant à la justice britannique d'examiner le dossier sur le fond. À Londres, pour France 2, Pascal Doucet-Bon. Il a tranché. Jack Straw, le ministre de l'Intérieur britannique, avait à prendre de son propre aveu la décision la plus difficile de sa carrière. J'ai décidé de demander à la justice de procéder à l'extradition du général Pinochet. Je m'en explique dans une lettre envoyée aux deux parties. Augusto Pinochet sera donc extradé, de quoi ravir ses opposants de toujours. Nous demandions simplement qu'un homme accusé de tant de crimes ne puisse pas échapper à la justice, car personne ne doit être au-dessus des lois. Le mois dernier, l'ex-dictateur avait lancé son ultime défi médiatique. L'ancien Premier ministre, Margaret Thatcher, était venue réitérer son soutien à un vieil ami, disait-elle. Ironie de l'histoire, c'est elle-même qui a signé en 88 le traité international sur la torture, le texte qui vaut à Augusto Pinochet ses ennuis d'aujourd'hui. La Cour de Londres a fixé au 30 avril la première audience d'extradition. L'avocat du général n'avait plus qu'à annoncer ce matin la nouvelle à son client. Quant à son collègue chilien, il ne cache pas sa colère. M. Straw a mis le Royaume-Uni dans le camp d'une minorité de Chiliens qui préfèrent la zizanie à la réconciliation. Pour l'instant, Augusto Pinochet reste assigné à résidence dans l'ouest londonien. Son départ pour l'Espagne n'est pas encore pour demain. Le principe de l'extradition est désormais acquis, mais il faut maintenant en fixer les modalités. Et c'est à un tribunal pénal de le faire. Les avocats du général Pinochet disposent de plusieurs possibilités de recours. Tout cela prendra donc plusieurs mois. Ce soir, le président chilien réaffirme la souveraineté judiciaire de son pays dans l'affaire Augusto Pinochet. Au Pakistan, l'ancien Premier ministre, Mme Benazir Bhutto, et son époux ont été condamnés à 5 ans de prison pour corruption. Mme Bhutto, chef de file de l'opposition pakistanaise, et son mari, qui est sénateur, vont faire appel devant la Cour suprême d'Islamabad. La Fédération européenne des retraités et personnes âgées organisait aujourd'hui dans plusieurs pays de l'Union européenne des rassemblements de retraités. Objet de cette journée, protester contre la baisse du pouvoir d'achat des retraités. Le mot d'ordre a été suivi en Belgique, en Espagne, en Italie, en Grande-Bretagne et en France. Les manifestations de retraités dans plusieurs villes françaises étaient d'inégale importance. Commentaire Émilie Lançon avec Christian Leroux. Ils étaient moins nombreux qu'espérés, quelques centaines tout au plus à Paris. Mais tous étaient déterminés à obtenir une revalorisation de leur retraite.
On dit que les retraités sont des nantis, mais ils ne sont pas tous des nantis, parce qu'il y a beaucoup de retraités, de femmes notamment, qui n'ont que 3 000 francs de pension. Moi, j'ai 4 800 francs et j'ai travaillé, hein. Même revendication pour les 2500 retraités rassemblés ici à Metz, une hausse des pensions et des aides versées aux personnes seules. Ça fait 24 ans que je suis en retraite, ça fait 24 ans que je me bats. Ça fait plusieurs années que quand on fait nos déclarations d'impôts, on a toujours la même somme d'argent, alors quand même le coût de la vie tous les ans, même s'il y a un peu d'inflation, on se rend compte qu'on a une perte d'argent. L'occasion aussi pour les manifestants de se prononcer contre un allongement de la durée des cotisations à 42 ans et demi, préconisé par le rapport Charpin. En Espagne, en Italie ou encore en Belgique, les retraités ont aussi manifesté dans les grandes villes. Une première pour la Fédération européenne des retraités et ses 15 millions d'adhérents, même si la mobilisation n'a pas vraiment été à la hauteur de leurs espoirs. Un juge d'instruction du tribunal de Paris vient de mettre en examen l'enseignant corse Jean Castella, déjà placé sous mandat de dépôt pour un attentat commis en septembre 1997 contre l'ENA à Strasbourg. M. Castella est poursuivi dans d'autres procédures judiciaires, dont celle d'une enquête en marge de l'assassinat du préfet Claude Érignac. Cette fois, Jean Castella est mis en examen pour destruction par explosif de biens immobiliers. Explication Michel Fine. La charge de 3 kilos était placée en bas à gauche de la porte d'accès latérale au bâtiment. Ce texte, non signé, est la revendication de l'attentat perpétré le 4 septembre 1997 contre les locaux de l'ENA à Strasbourg. Le même document revendique l'attentat de Vichy le 11 novembre et surtout une action commando menée le 5 septembre contre la gendarmerie de Pietrosella. 6 mois plus tard, c'est une arme volée lors de l'attaque de cette gendarmerie qui devait servir à tuer le préfet Érignac. Vichy, Strasbourg, Pietrosella, l'assassinat du préfet, pour les enquêteurs, tout est lié. Et c'est la première fois qu'une mise en examen intervient dans l'un de ces dossiers. Elle vise un professeur d'histoire géo à l'université de Corte, Jean Castella. Les policiers ont retrouvé la facture d'une chambre d'hôtel située à 400 mètres à peine des locaux de l'ENA à Strasbourg. Jean Castella aurait séjourné dans cet hôtel 3 mois avant l'attentat. Les enquêteurs pensent qu'il y aurait effectué des repérages. Jean Castella est un militant nationaliste de longue date, membre de la Concult et du FLNC Canal Historique. Selon nos informations, il aurait été l'un des organisateurs de la fameuse conférence de presse de Tralonc en janvier 1996. Depuis, quelles étaient ses relations avec les chefs du FLNC? Était-il, comme certains le disent, entré en dissidence? C'est toute la question, car Jean Castella est aujourd'hui au centre de l'enquête sur l'assassinat du préfet Érignac. Le commissaire-priseur maître Jacques Tajan a été mis en examen pour faux en écriture publique. Cette décision est prise dans le cadre de la procédure faisant suite à la vente d'une sculpture d'Alberto Giacometti en 1994. Demain, présentation officielle à l'Institut mutualiste Montsouris à Paris d'une nouvelle technique chirurgicale développée depuis peu pour le traitement des cancers de la prostate. Ces cancers sont la première cause de mortalité chez l'homme après 70 ans. Il faut intervenir tôt. La méthode pratiquée grâce à un robot assisté par ordinateur à l'Institut Montsouris réduit l'hospitalisation. Reportage Jean-Daniel Flézaquier, Marcel Martin. Lisa, move back. Lisa ne comprend que l'anglais, mais ne la cherchez pas dans l'équipe médicale. Lisa est un robot caméra qui obéit à la voix et se déplace à la demande. Stop, down. Une aide précieuse pour le chirurgien qui peut ainsi développer la technique d'intervention en vidéo. Ici, Lisa. il enlève la totalité d'une prostate cancéreuse. La prostate est une petite glande d'à peine 20 grammes placée sous la vessie. Habituellement, l'opération se fait en incisant l'abdomen sur plusieurs centimètres. Grâce à Lisa, on ne fait plus que 5 trous minuscules. Une méthode très performante, même si elle alourdit le travail du chirurgien. Il faut compter un temps opératoire double. Pour la raison que je vous ai donnée, c'est qu'en fait, on avance plus doucement, pas à pas. En revanche, l'hospitalisation est 2 fois plus courte. Cette hospitalisation réduite est due aux suites opératoires simples, comme en témoigne ce patient opéré la veille. J'ai une légère petite douleur là, surtout quand je me lève, hein. Mais sinon c'est insignifiant. Vous avez réussi à marcher un petit peu? Oui, j'ai pu marcher. Peut-être que je vais me lever cet après-midi. On se rend compte qu'au 2e jour, ils ont une douleur qui est pratiquement nulle par rapport à une chirurgie de ce type-là. C'est une douleur qui a un score de douleur qui est extrêmement faible. On n'a plus besoin d'antalgiques, de médicaments antidouleurs forts. Et les gens sont tout à fait mobiles sans médicaments. Conçue par la NASA pour les vols spatiaux, Lisa va maintenant retrouver des occupations plus terre-à-terre pour le plus grand bien des patients. Right, Lisa?
Au théâtre des Champs-Élysées, à Paris, représentation jusqu'à samedi soir de l'Orfeo de Monteverdi. L'œuvre raconte l'histoire d'Orphée, inconsolable de la mort de sa belle Eurydice, qui ne parviendra pas à ramener des enfers. C'est la chorégraphe américaine Trisha Brown qui a mis en scène ce qui est considéré comme l'un des premiers chefs-d'œuvre de l'opéra, avec une partie chantée mais aussi une partie dansée. Présentation d'Antoine Cormery et Didier Rancoeur. Ils sont chanteurs d'opéra, se sont produits sur les plus grandes scènes du monde, mais l'exercice auquel les contraint Trisha Brown sort pour eux un peu de l'ordinaire. Sous la férule de la grande chorégraphe américaine, ils répètent, une dernière fois, les mouvements qu'elle a imaginés pour cette œuvre à la frontière du baroque. Je leur donne l'action qui est liée au texte et à la musique. J'essaye de réunir ces trois choses, et ce n'est pas vraiment de la danse, quelque chose entre le jeu et la danse. Une danse tout en douceur, comment dire, aérienne. Et les passages dansés succèdent aux passages chantés pour nous raconter l'histoire tragique d'Orphée, amoureux éperdu d'une Eurydice qu'il ne parviendra pas à ramener des enfers. On peut dire que pendant les 2 heures que ce spectacle dure, il n'y a aucun, mais vraiment aucun geste cliché de chanteur. Ce geste-là, des gestes clichés qu'on voit tout le temps à l'opéra, il n'y a pas un qu'on peut voir ici. Considéré comme l'un des premiers chefs-d'œuvre de l'opéra, cet Orfeo de Monteverdi subit, 4 siècles après sa création, une sacrée cure de jouvence. Trisha Brown y apporte, jusqu'au moment du salut final, toute la légèreté de sa chorégraphie. Nous arrivons à la fin de ce journal. Avant de le refermer, je vous rappelle 2 informations. Elles concernent tout d'abord les frappes au Kosovo. L'OTAN reconnaît sa responsabilité dans le bombardement d'un convoi de réfugiés à l'ouest du Kosovo hier, bombardement qui aurait fait plusieurs dizaines de morts. Mais les frappes continuent pour cette 23e nuit depuis le début du conflit. Frappe encore ce soir au Monténégro. Et puis en Algérie, élection présidentielle, faible taux de participation, sans doute entre 50 et 60% selon les premières estimations. Résultat demain ou dans la nuit, le seul candidat en lice, Abdelaziz Bouteflika, réserve sa décision. C'est ce qu'il a dit à nos envoyés spéciaux Thierry Tullier et Bernard Giraudon. Et puis cette nouvelle qui vient d'être annoncée par l'agence France Presse, le juge des Murs, qui est chargé de l'affaire des emplois fictifs à la mairie de Paris, se déclare incompétent dans l'affaire qui vise notamment, dans le dossier qui vise notamment le président de la République et un texte qu'il aurait signé. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet, puis le point route de Valérie Maurice, suivi d'envoyé spécial qui modifie une 3e fois son sommaire avec notamment une enquête Les Français dans la guerre, un reportage dans le département du Lot, un reportage réalisé par Guylaine Chenu. Et puis il y aura aussi un document sur Céline Dion. À 23h10, comme au cinéma, de Frédéric Lopez avec Christophe Lambert. Vers 1h du matin, le journal de la nuit vous sera présenté par Florence Duprat. Et puis à 13h, vous retrouverez demain Rachid Arabe et à 20h, Béatrice Schoenberg. À lundi, bonsoir, merci.